Bien, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être ici devant vous. Je salue les paroles bien trop élogieuses qui m'ont accueilli et j'espère surtout être à la hauteur de vos attentes. C'est vrai que être en même temps issu du terrain de l'hôpital et en même temps le gérer et surtout essayer d'améliorer son fonctionnement, ben c'est une tâche qui m'a toujours passionné. Et j'aimerais en particulier remercier Martial Pasquier qui m'a fait le plaisir et l'honneur de m'inviter ici. Alors effectivement, s'intéresser à la gouvernance de l'hôpital public, c'est un sujet particulièrement actuel. Pourquoi? Parce que le monde de la santé est en train de vivre des mutations à une vitesse qui s'accélère considérablement. L'environnement hospitalier change très vite. La crise Covid a laissé des traces importantes dans le fonctionnement de notre système de soins et dans nos hôpitaux. Et c'est vraiment certainement dans cette période de crise, parce que nous sommes dans une période de crise, le moment de se poser la question de la gouvernance de l'hôpital public. L'hôpital public, il va rester en Suisse et ça reste un des éléments essentiels du système de soins. Je ne vais pas m'engager sur la voie de la privatisation de tous les hôpitaux publics. Je pense qu'on en est encore loin en Suisse. Maintenant, l'hôpital public, pas demain, mais de demain. Pourquoi? Parce que avec la concentration d'hôpitaux inévitable qui va encore survenir dans notre pays, eh bien, ce sont que les hôpitaux publics qui sont les mieux préparés à affronter demain, les défis de demain, qui survivront. C'est pour ça que ce n'est pas l'hôpital public demain, c'est l'hôpital public de demain, ce n'est pas celui du futur, parce que le futur est déjà là aujourd'hui, les problèmes sont là. L'hôpital, c'est un système complexe, c'est une espèce de machine de Tinguely, qui fonctionne plutôt bien, en tout cas c'est ce qu'on voit en termes de délivrance des soins, mais évidemment à un coût humain et financier important. C'est une machine complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, il délivre des prestations extrêmement variables qui touchent à la santé, qui touchent donc à un bien propre, extrêmement personnel, où il y avait un lien affectif très important. Il a de multiples professionnels qui gravitent autour des patients. C'est une entreprise complexe. Et cette machine de Tinguely, malheureusement, a tendance à se gripper un petit peu plus ces derniers mois. Et c'est pour ça qu'il est important de se poser la question de sa gouvernance. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas être trop alarmiste. La qualité des soins est bonne, mais on doit pouvoir faire la même chose, si pas mieux, à un coût avant tout humain moindre. Alors, quels sont au fond les défis de l'hôpital public? La première des choses, il est important de répondre aux besoins évolutifs des patients. Les besoins des patients changent. On avait une médecine extrêmement paternaliste jusque dans les années 2000-2010, où évidemment chaque professionnel savait exactement ce qu'il fallait faire pour son patient, tout au plus en lui demandant éventuellement son consentement, mais disons en ne prenant pas assez évidemment en compte les besoins du patient. 2012, il y a une révision du Code civil et ça a été alors extrêmement brutal parce qu'on a dit à un moment donné aux médecins qui l'ont appliqué parfois un peu à la lettre, on leur a dit non, maintenant c'est le patient qui choisit. Et là, on a vu des patients complètement déboussolés parce qu'on leur disait, bon voilà, vous avez une maladie, écoutez, moi j'ai 3 traitements, choisissez. Évidemment, ce n'est pas non plus la solution. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment sur ce partenariat avec le patient. Qu'est-ce que le patient attend des soins? Ces attentes sont souvent très différentes de celles que s'imaginent les professionnels et on doit vraiment se concentrer et développer encore ce partenariat. Aujourd'hui, il est insuffisant. Ça doit être un partenariat qui permet d'accompagner le patient dans ses décisions, pas de lui livrer comme ça quelques possibilités alors qu'il n'a souvent pas bien compris les termes techniques qu'on utilise. L'autre défi, c'est l'évolution du système de soins, un paysage qui évolue très rapidement. On a jusqu'à aujourd'hui été très hospitalo-centré, tout venait à l'hôpital, on faisait tout à l'hôpital, c'était l'hôpital omnipotent. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, l'hôpital doit s'inscrire dans un système qui intègre tous les acteurs du soin.
on parle beaucoup de système de soins intégrés, on parle de continuité des soins. Je suis persuadé que l'hôpital garde un rôle central dans ce nouveau système, mais un rôle nouveau. L'hôpital, il doit contribuer à la décentralisation de tout ce qui peut être décentralisé, amené plus proche du patient, et puis on doit garder centralisé que des interventions très lourdes et complexes. Mais l'hôpital peut contribuer de façon importante à cette décentralisation. Il peut supporter notamment les régions où on manque de médecins de premier cours, on manque de généralistes, on peut y amener des spécialistes pour faire des consultations. On peut offrir par exemple des possibilités d'accueil de professionnels qui n'ont plus envie aujourd'hui de gérer le cabinet comme une petite entreprise, et ça, l'hôpital peut le faire. Donc l'hôpital garde un rôle central, mais il doit être capable d'évoluer. Il doit aussi contribuer notamment à ce virage ambulatoire. On parle beaucoup de la crise financière des hôpitaux aujourd'hui. C'est vrai que les hôpitaux publics sont quasiment tous déficitaires en Suisse, et ça c'est nouveau avec le Covid, avec l'inflation. Mais on parle beaucoup moins d'un problème beaucoup plus aigu et qui va s'acutiser très fortement encore demain matin, c'est la pénurie de professionnels. Ce n'est pas seulement des médecins, ce n'est pas seulement des infirmières, c'est aussi recruter des informaticiens, par exemple, dont on a cruellement besoin dans les hôpitaux. Et là, il va falloir trouver des solutions. L'équilibre financier, c'est important. On ne peut pas toujours vivre accroché aux mamelles étatiques pour combler nos déficits. Et ça, on verra qu'il y a des différences importantes entre notamment la Suisse romande et la Suisse allemande. Donc, il faut retrouver un équilibre financier. C'est indispensable pour assurer notre développement. C'est vrai pour toutes les entreprises, c'est vrai aussi pour l'hôpital. Les infrastructures sont vieillissantes. C'est toujours, quand est-ce qu'on construit mon nouvel hôpital? Il est peut-être d'abord important de savoir ce qu'on veut y faire dans cet hôpital, avant de savoir où on le construit, et puis de savoir comment est-ce qu'on organise le réseau hospitalier, notamment dans une vision supracantonale qui fait encore défaut. Et puis enfin, nous sommes en retard dans la numérisation. Les hôpitaux ont pris beaucoup de retard dans le traitement des données, et c'est évidemment essentiel, si on veut avoir des réseaux de soins intégrés, de pouvoir se transférer des informations entre les différentes structures au sujet notamment des patients. Donc vous voyez que les défis de l'hôpital public sont nombreux, sont importants et nécessitent évidemment qu'on se pose la question de sa gouvernance. De quoi est-ce qu'il souffre comme mot l'hôpital public aujourd'hui? Alors encore une fois, je ne veux pas être trop négatif, mais quand même, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être abordés, qui doivent être discutés, parce qu'ils contribuent aujourd'hui aux difficultés de l'hôpital. Alors il y a les influences externes, et j'en ai mis quelques-unes, mais les influences politiques notamment. Vous savez qu'aujourd'hui, en Suisse, nous n'avons pas de loi sur la santé. Nous n'avons qu'une loi sur le financement du système de santé, qui est la LAMAL, pas de loi sur la santé. Donc ça pose quand même un problème, notamment pour conduire un système de santé. Aujourd'hui, on conduit essentiellement un système de soins, puis on le conduit par des incitatifs ou des mesures financières avant tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a la lenteur des décisions. Je vous rappelle que vous allez voter bientôt sur EFAS, qui est le financement uniforme des soins hospitaliers et ambulatoires. Ça a commencé il y a 14 ans, les discussions. 14 ans au Parlement fédéral pour arriver à une votation, puisqu'il y a eu un référendum, et évidemment, on ne sait pas encore quelle sera l'issue de cette votation. Il y a d'autres exemples. On parle beaucoup du TARDOC, le nouveau système tarifaire ambulatoire, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Eh bien là, le TARDOC qui va succéder au TARMED, ça fait aussi plus de 10 ans qu'on en parle. Donc vous voyez qu'à ce rythme-là, alors que l'environnement s'accélère, que l'hôpital doit être de plus en plus agile, eh bien le cadre réglementaire, lui, évolue beaucoup plus lentement, et c'est un problème. Le deuxième problème, c'est qu'évidemment, la santé est gérée par les cantons aujourd'hui, donc 26 systèmes de santé, 26 cantons qui veulent chacun leurs hôpitaux, quand ils n'en veulent pas encore plusieurs par canton, pas forcément très grands. Je rappelle qu'à Neuchâtel, on a mis dans la loi qu'il fallait 2 hôpitaux aigus pour 170 000 habitants, alors qu'on considère que 120 000, c'est limite. Idéalement, c'est 150 000, le bassin minimum pour un hôpital aigu. Mais voilà, c'est comme ça, et il faut faire avec. Mais ça, évidemment, ce sont des influences externes qui compliquent la gestion de l'hôpital. Et puis, il y a ce que j'ai appelé des ingérences opérationnelles.
hein. Parce qu'évidemment, quand on est un hôpital public, qu'on est très proche des politiques, qu'on a aussi des politiques qui sont très proches de la population, eh bien, on voit ces ingérences, on les lit dans les journaux, on voit ce qui peut se passer, par exemple, au bout du lac. On peut les vivre aussi sur des nouvelles prestations qu'il faut absolument vite développer au gré d'une rencontre qu'un politicien a fait avec une personne qui lui a parlé, avec le risque évidemment d'un déséquilibre dans la répartition des ressources à disposition, des ingérences aussi sur le management de l'hôpital, sur des prises en charge, parce qu'évidemment, il arrive des problèmes à l'hôpital. Oui, il en arrive. C'est tellement grand, mais il faut les régler autrement que par des injonctions politiques. Injonction, c'est à peu près la même chose. Donc il faut prendre dans le cadre de cette réflexion sur la gouvernance, il faut prendre des mesures pour se protéger de ça. Au niveau assécurologique, c'est terrible. Il y a un bel exemple, c'est le codage. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a des systèmes de codage pour coder, au fond, les pathologies des patients et les facturer. Eh bien, on a réussi à voir que chaque hôpital a sa propre structure de codage, puis évidemment, chaque assurance recontrôle le codage qui a été fait, alors qu'on aurait pu, par exemple, créer une structure commune entre les hôpitaux et les assurances pour avoir un système neutre, paritaire de codage qui ferait économiser du temps, de l'argent. La multiplicité des acteurs, aujourd'hui, pour la petite clinique que je dirige à Montana, je suis en train de négocier les tarifs. J'ai seulement 3 acteurs. On fournit les mêmes prestations pour tout le monde, mais il y a seulement 3 acteurs qui ont chacun 3 groupes d'assureurs différents qui viennent négocier avec chacun, évidemment, des clés de négociation différentes. Donc, vous voyez la complexité du système. Enfin, la concurrence, c'est bien, mais il y a une concurrence économique qui est dictée en particulier par les tarifs complémentaires qui nous pose un certain nombre de problèmes. Mais il n'y a pas que les influences externes. L'hôpital a ses propres problèmes, ces problèmes qui sont majeurs. Aujourd'hui, la fragmentation, la segmentation, la fragmentation des soins est telle que certains patients, dans un séjour tout à fait standard de 7-8 jours, voient jusqu'à 60 professionnels différents. Donc vous imaginez les problèmes de transmission d'informations, de coordination des soins qui aujourd'hui sont insuffisants. L'organisation déficiente, alors même dans grand hôpital que j'ai dirigé ici, combien de fois vous êtes dans un lit, mais il n'y a plus de place en salle d'opération, bien quand il y a enfin une place, on doit renoncer à opérer certains patients parce qu'il n'y a pas le lit pour les accueillir après. Enfin voilà, ça c'est des problèmes de tous les jours. Et puis évidemment, nous avons affaire à des professionnels qui sont des experts dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément été habitués à travailler ensemble. Il y a évidemment des guerres de pouvoir, des guerres d'ego, et la coopération entre les disciplines médicales ou entre les professions de la santé, alors qu'on pourrait bénéficier des compétences et des apports complémentaires des uns et des autres, fait encore défaut. Il y a encore un très fort silotage dans l'hôpital, et ça tient à son histoire. Jusqu'à il y a une 50aine d'années, l'hôpital, c'était l'affaire des sœurs. Et puis ensuite des infirmières. Et puis elles faisaient tout. Le médecin, même le chirurgien, était dans son cabinet en ville où il recevait quelques patients, puis il allait à l'hôpital, il opérait, il repartait. Il venait voir ses patients, il les suivait, mais enfin, l'hôpital, en termes d'entreprise, était géré par le corps infirmier. Et puis vous aviez une structure administrative minimale pour qu'il y ait une comptabilité, pour que les collaborateurs soient payés. Et ça, au fond, ça laisse encore des traces. Encore aujourd'hui, le corps médical, qui a ses particularités, le corps soignant, les administratifs, les secteurs de soutien ont énormément de peine à travailler ensemble et ça se ressent jusque dans les directions hospitalières. L'attractivité est parfois insuffisante par rapport au secteur privé, et pas seulement pour des questions pécuniaires, même si c'est un élément, mais aussi par la lourdeur des institutions. Certains professionnels, et pas que les médecins, sont parfois épuisés au bout de quelques années, parce que pour
réaliser une prestation simple, il faut faire des démarches compliquées pour réserver des salles coordonnées. Enfin, ça, c'est un vrai problème. Et puis, évidemment, la lourdeur administrative, plus les hôpitaux sont grands, plus elle est marquée, avec en particulier des demandes de justification qui deviennent de plus en plus importantes. Elles sont nécessaires, mais aujourd'hui, le système s'est clairement alourdi de façon trop importante. Il doit être simplifié. Alors, au fond, quel est le statut actuel de l'hôpital public? Il faut bien voir qu'il y a de grandes différences entre la Suisse latine et la Suisse alémanique. En Suisse latine, le rôle de l'État est extrêmement important. L'État est intervenu de façon très importante dans l'organisation hospitalière, dans la planification hospitalière, qui est certes une tâche cantonale, mais aussi dans le soutien des hôpitaux. Et donc, l'État est beaucoup plus interventionniste en Suisse latine qu'en Suisse alémanique. Ça se traduit aussi par les PIG, les prestations d'intérêt général. Ces financements complémentaires liés à des prestations, soit parce qu'on veut les maintenir si elles ne sont pas rentables, ça peut être des services de secours ou des prestations particulières, ou bien parce que l'État estime nécessaire de développer ou d'offrir des prestations qui ne sont pas dans la mission usuelle d'un hôpital, eh bien, il les paye. Le niveau de ces prestations d'intérêt général est beaucoup plus important en Suisse romande ou en Suisse latine qu'en Suisse alémanique. Dernière différence, c'est notamment la progression salariale. En Suisse alémanique, et c'est une volonté politique, eh bien, il y a toute une partie, ou la majeure partie de la progression salariale qui est liée au mérite, à l'évaluation des performances. Alors, c'est pas tout simple, mais c'est comme ça. Essayer de faire ça en Suisse romande, où on a un échelonnage automatique des salaires année après année, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, de grandes différences, et c'est intéressant pour moi qui travaille à la clinique bernoise, même si c'est dans le Valais roman, qui est d'obédience alémanique, et dans les hôpitaux romans, de constater ces différences. Le statut, donc la plupart des hôpitaux de Suisse romande sont des établissements autonomes de droit public qui ont leur propre personnalité juridique, qui font l'objet d'une loi cantonale, mais c'est vrai pour Tessin, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura, c'est vrai pour les HUG, c'est vrai pour le CHUV, bien que lui a un autre statut. Et puis, il y a quelques hôpitaux qui sont des associations ou des fondations privées reconnues d'intérêt public, et ce n'est pas inintéressant, notamment dans le canton de Vaud, c'est vrai pour Yverdon, c'est vrai pour Nyon, mais c'est surtout vrai pour Morges. Et quand je discute avec le directeur de l'hôpital de Morges, puisque c'est un des hôpitaux qui a probablement déjà pris en grande partie le virage des soins intégrés, lui me dit « Mais quelle chance on a d'être une fondation privée reconnue d'intérêt public. On ne reçoit pas d'argent de l'État, mais on peut conduire notre établissement comme on le souhaite. » Et puis il y a une particularité, c'est le CHUV. Le CHUV est un service de l'État, c'est le seul hôpital de Suisse qui est un service de l'État. Donc le CHUV est complètement intégré dans l'administration cantonale, avec certainement des éléments positifs, mais aussi un certain nombre de problèmes. En Suisse alémanique, c'est un tout petit peu différent. C'est plus souvent des sociétés anonymes, mais détenues majoritairement par les cantons. Donc, ce n'est pas des sociétés anonymes qui doivent libérer des dividendes, mais elles sont détenues par les cantons, notamment les Bernois ont beaucoup fait ça. Tous les hôpitaux bernois sont des sociétés anonymes qui appartiennent au canton de Berne, majoritairement, à l'exception d'un seul. C'est le réseau de l'Arc, l'hôpital du Jura bernois, qui est maintenant détenu seulement à un tiers par le canton de Berne, un tiers étant le groupe SMN, Swiss Medical Network, et un tiers étant l'assurance Visana. Et puis, il y a encore des établissements autonomes de droit public, comme en Suisse romande. Ça, c'est par exemple l'hôpital universitaire de Zurich, l'hôpital universitaire de Bâle, donc des hôpitaux qui ont aussi une loi spécifique. Donc voilà liés au fond, je dirais, à la volonté étatique de s'immiscer plus ou moins dans le fonctionnement des hôpitaux, il y a des statuts différents. Alors, qu'est-ce qui devra avoir l'hôpital de demain pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse répondre aux besoins des patients? D'abord,
il aura toujours des missions données, je m'excuse pour le S qui manque à donner, mais il aura toujours des missions données par l'État et il est normal que ces missions soient soumises à contrôle. Mon propos n'est pas du tout de dire que la gouvernance des hôpitaux doit leur donner une autonomie telle qu'ils sont plus soumis au contrôle de l'État. Certainement pas. C'est l'État qui donne aux hôpitaux publics cette mission d'intérêt général pour répondre aux besoins de la population. Mais c'est essentiellement donné dans la mission de l'hôpital qui est le soin, évidemment, c'est la mission première, et la formation qui est la mission deuxième, seconde. Et puis ensuite, les hôpitaux universitaires, en particulier, ont cette mission de recherche aussi en lien avec l'université avec laquelle ils collaborent étroitement. Voilà ces missions données par l'État. Il y a aussi évidemment les PIC, des prestations financées. Ça fait chaque fois l'objet d'un contrat particulier. Alors, on ne va pas revenir sur les PIC dans le canton de Vaud, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une analyse serrée de la Cour des comptes. Mais en principe, chaque prestation spécifique qui fait l'objet d'un financement particulier, fait l'objet d'un contrat. Mais tout ça, c'est dans le contrat de prestation. Et ce contrat de prestation, il est important qu'il soit soumis au contrôle de l'État. Les hôpitaux ne sont pas des structures complètement libres qui viennent seulement réclamer de l'argent quand elles sont en déficit. Donc il y a ce contrat de prestation. Par contre, où il est important de maintenir alors une autonomie plus importante, c'est dans tous les aspects opérationnels, et puis éventuellement dans les aspects stratégiques. Il est vrai qu'aujourd'hui, je reviens sur l'exemple de Morges. Morges a depuis 15 ans, ils ont fait 3 plans stratégiques qui leur ont permis de se développer, d'ouvrir des cabinets, des permanences, d'avoir des EMS, des hôpitaux de réadaptation, tout ça à côté de l'hôpital aigu. Et au fond, ils n'ont jamais dû soumettre leur stratégie à une validation politique. Par contre, ils ont dû respecter la mission qui leur était assignée puisqu'ils sont reconnus d'intérêt public. Dans d'autres situations, évidemment, au CHUV, il est nécessaire de soumettre sa stratégie, mais dans d'autres cantons aussi. C'est intéressant, à Neuchâtel, la stratégie du réseau hospitalier neuchâtelois, c'est le Conseil d'État qui la valide, alors que celle du Centre neuchâtelois de psychiatrie, qui est le pendant, au fond, de santé mentale du réseau hospitalier neuchâtelois, c'est le Grand Conseil. Donc, vous voyez encore des différences qui, évidemment, peuvent influer sur la stratégie, et il est important que cette stratégie réponde aux missions de l'hôpital, mais reste la plus autonome possible, parce que sinon, c'est évidemment de nouveau le combat politique, et puis le combat politique, c'est surtout où on va construire l'hôpital, bien plus que qu'est-ce qu'on va y faire à l'intérieur. La gestion opérationnelle doit absolument être, l'autonomie pour la gestion opérationnelle doit être absolument garantie, à condition que l'hôpital développe un certain nombre de caractéristiques qui, aujourd'hui, sont diversement développées d'une institution à l'autre. Mais la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui fait encore cruellement défaut aujourd'hui à l'hôpital. On est membre d'une institution. Et en particulier, les médecins ont une certaine difficulté à s'identifier à leur institution. Quand je dis à des médecins, chef, vous êtes les cadres d'une entreprise, ils me regardent d'un air bizarre, mais ils me racontent de drôles de choses. C'est vrai que le médecin a ceci de particulier qu'il a une relation individuelle avec son patient, y compris juridiquement, y compris pénalement. Donc pour lui, c'est son patient. Ce n'est pas le client d'une entreprise, puis lui, le cadre d'une entreprise. Et ça, évidemment, ça change beaucoup dans la culture d'entreprise, ça favorise l'individualisme. L'hôpital a aussi de la peine à défendre des valeurs fortes, il a de la peine à faire adhérer ses membres à des valeurs fortes. Il n'y a rien de tel qu'un hôpital pour critiquer tout ce qui se fait au niveau de la direction, y compris par les membres de la direction d'ailleurs. Donc, ce que vous ne voyez pas dans d'autres entreprises. Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour vivre ces valeurs, les transmettre. Il faut que l'institution soit agile et résiliente. On a vu pendant le Covid, et moi je reste stupéfait de ce que le CHUV a pu faire. On m'avait toujours parlé d'un mammouth pas très agile. Et puis, dans la crise, on a vu que tous les hôpitaux, qu'ils soient publics, privés, mais y compris les grands hôpitaux, ont réussi à se réorganiser très rapidement. En particulier parce que c'est ce qui m'a frappé, ils ont une force de frappe incroyable, une diversité de métiers très, très importante qui permet de répondre à la crise. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant la crise, il n'y avait pas de problème financier. L'argent coulait à flot.
On avait besoin d'aller chercher pour 3 millions de masques en Chine, on devait les payer avant d'avoir reçu la marchandise. L'argent était là. Donc c'était un problème, disons, de régler, mais on a pu être agile. On a un peu oublié, malheureusement, ça. On n'a pas gardé grand-chose de cette agilité. Il faut développer l'esprit entrepreneurial. Les hôpitaux qui, aujourd'hui, sont tournés vers le futur sont ceux qui ont réussi à développer cet esprit. Et il manque, aujourd'hui, on fait encore de façon un peu routinière ce qu'on sait faire. Bien sûr, il y a des développements sectoriels extrêmement importants, il y a un développement technologique, mais cet esprit d'entreprise avec cette responsabilité, y compris de faire avec ce que j'ai, et puis pas de faire avec ce que je n'ai pas, puis d'aller réclamer de l'argent après, eh bien ça, c'est encore très peu développé. On doit passer aujourd'hui d'une logique des besoins à une logique des moyens. Parce que demain, quels que soient les besoins, quels que soient les moyens financiers, on n'aura plus les forces de travail. Donc il faut repenser l'hôpital avec un esprit nouveau et une responsabilité nouvelle. Cette autonomie que je souhaite pour l'hôpital, il s'accompagne d'une responsabilité, mais d'une responsabilité financière aussi. Et ça, c'est très important. Et là, de nouveau, grande différence entre la Suisse alémanique et la Suisse latine. Il faut laisser à l'hôpital la possibilité de créer des alliances. On doit travailler avec des alliances publiques-privées. On doit pouvoir faire des alliances, y compris avec des assurances. Je pense que ce qu'on voit dans le réseau de l'ARC, avec des soins intégrés, où ce n'est pas seulement les fournisseurs de prestations, mais aussi les payeurs qui participent, eh bien, je pense que ça, c'est un modèle d'avenir. Puis l'hôpital doit travailler tous les jours son efficience opérationnelle. Je discutais hier, pas plus tard qu'hier, avec le directeur de l'hôpital Rivière à Chablais. Eh bien, c'est un exercice qu'il faut remettre tous les jours sur le métier, parce que sinon, on n'arrive pas à générer cette efficience qui, aujourd'hui, fait défaut encore. Alors, quelle gouvernance pour atteindre les objectifs privés ? Il est évident qu'il faut une structure qui porte la responsabilité institutionnelle face à l'autorité politique, que ce soit un conseil d'administration ou d'établissement, un conseil de fondation. C'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, la seule institution qui l'a pas, c'est le CHUV. On sait les combats politiques qu'il y a eu et certainement ceux qu'il y aura à ce sujet. Mais il faut bien voir que cette structure, ce conseil, au fond, il protège l'autorité politique, parce qu'évidemment, il porte une part de la responsabilité qui fait que l'autorité politique peut déléguer cette responsabilité et aussi demander au conseil d'administration de l'assumer. Donc il doit y avoir certainement une proximité, mais ça protège l'autorité politique, ce qui n'est pas toujours compris. La deuxième des choses, c'est qu'évidemment, ça protège l'institution, parce qu'avec des cycles politiques de 4 ans ou 5 ans, avec des changements de personnes qui peuvent avoir des conséquences importantes, eh bien, si vous avez un conseil d'administration, je dirais que ça permet à l'institution d'avoir des plans qui sont un peu plus longs, un peu plus prolongés, plus difficiles souvent à mettre en œuvre qu'un cycle politique. La direction. Il faut des directions structurées, compétentes et collégiales. Ça paraît complètement banal quand je le dis. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Ben, évidemment, c'est évident. Eh bien, figurez-vous que à l'hôpital Neuchâtelois, au réseau hospitalier Neuchâtelois, il n'y a pas de direction générale. Et c'est la loi qui a voulu ça. Il n'y a pas de direction générale parce qu'on n'a pas voulu favoriser Neuchâtel contre Chaux-de-Fonds ou l'inverse. Donc, vous avez un collège de direction. Donc, vous avez d'abord personne qui incarne vraiment l'institution. Vous avez personne qui est le leader de cette équipe. Vous avez personne qui tranche, qui arbitre quand il faut. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut un directeur général, une directrice générale. C'est indispensable. Ensuite, est-ce qu'ils font des directions par métier ? Traditionnellement, il y a la direction des soins, la direction médicale. Ou bien est-ce qu'il faut des directions que j'ai appelées sectorielles ? C'est-à-dire un département, on fait une direction interprofessionnels, avec souvent un soignant, un médecin, un administratif, et puis ils travaillent ensemble, ils mettent leurs compétences ensemble. Évidemment, ça se collisionne, parce que les directions métiers qui sont là en principe pour les politiques professionnelles, elles interviennent dans la gestion opérationnelle. Puis elles entrent en collision là avec, au fond, la petite structure de gestion d'une entité, comme vous la verriez dans n'importe quelle entreprise. Donc ça, il faut essayer de développer des organisations matricielles, mais c'est pas facile. Les changements sont difficiles, sont douloureux, parce qu'il y a toute une histoire là derrière, et chaque métier gérait non seulement la politique de sa politique professionnelle, mais aussi évidemment tous les aspects opérationnels de son cours de métier. Et puis ensuite, alors c'est là que ça se corse un petit peu.
dans l'hôpital, c'est quelles compétences ont les chefs de service, les chefs de département. Ils ont souvent un leadership scientifique ou académique, souvent fort, parfois un peu brutal, mais il manque de compétences managériales. Or, aujourd'hui, c'est essentiel. C'est essentiel quand on peut être le meilleur médecin ou le meilleur soignant du monde. Il faut avoir des compétences managériales parce que vous devez d'abord entraîner des équipes. Vous devez être un leader inspirant. Vous devez assumer des responsabilités, y compris financières. Et moi, j'avais suggéré que, notamment au niveau des chefferies de département ou CHUV, on puisse avoir des rotations parce que ce n'est pas obligatoire que ce soit un médecin. Les soignants peuvent faire ça très bien. Les administratifs aussi. Il faut avoir des compétences. Mais quand c'était une proposition probablement un peu audacieuse, disons. En tout cas, elle a été accueillie très tièdement, je dirais. Le conseil d'administration, eh bien, il a un rôle habituel, c'est-à-dire qu'il doit décider de la stratégie. Alors, il faut faire attention parce que souvent, les conseils d'administration amènent d'autres compétences extrêmement utiles, mais ce ne sont pas forcément des spécialistes de l'hôpital. Donc, l'hôpital, ce n'est pas la banque. Il est important que le plan stratégique soit construit non seulement avec les directions hospitalières, mais évidemment aussi avec les cadres. On a parlé de cet individualisme forcené qui habite encore les hôpitaux. Si vous voulez les entraîner dans au fond, la genèse et la mise en œuvre d'un plan stratégique, il faut les prendre avec. Donc le conseil d'administration doit avoir la conduite stratégique, il doit décider et valider le plan stratégique, mais il doit le construire avec les professionnels. Et puis il assure la surveillance institutionnelle. Il n'y a rien de différent que ce qu'on voit dans tous les traités sur les conseils d'administration. Il est extrêmement utile d'avoir dans un conseil d'administration des compétences variées, des spécialistes RH, spécialistes finance, des spécialistes logistiques ou que sais-je, des juristes. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Avoir un conseil d'administration constitué d'experts vous permet de piloter votre hôpital comme une entreprise usuelle. Et moi, j'appelle de mes voeux vraiment que ces conseils d'administration ne se résument pas à tant de postes pour tel parti, puis tant de postes pour un autre parti, tels qu'on les voit encore dans beaucoup de conseils d'administration, mais bel et bien qu'on puisse y mettre des experts qui nourrissent l'hôpital de compétences et de visions qui viennent de l'extérieur. On a besoin de ces visions-là, on a besoin d'ingénierie aussi dans l'hôpital. Donc c'est comme ça que ce conseil doit être constitué. Est-ce qu'il faut des représentants des patients ? Ça se fait de plus en plus et je pense que c'est une question qui mérite d'être traitée. Les représentants des patients sont quand même extrêmement utiles pour transmettre les besoins des patients. La question, c'est de trouver les bons représentants des patients, et ça, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui va venir. Et puis ensuite, il faut suivre les bonnes pratiques du conseil d'administration. Il y a des traités là-dessus extrêmement bien faits, mais c'est pas toujours comme ça dans les conseils d'administration des hôpitaux, suivant comme ils ont été constitués. Je me souviens, quand j'étais à l'hôpital du Valais, au début, j'avais l'impression de chaque fois devoir réexpliquer ce que c'était l'hôpital, alors qu'on attendrait évidemment d'un conseil qui travaille de façon plus professionnelle. C'était les débuts, c'était il y a 20 ans. Heureusement, les choses ont changé. La rémunération, puis c'était un des thèmes de la journée d'aujourd'hui, je pense qu'elle doit être adaptée. On ne parle pas de rémunération de conseil d'administration de banque ou autre, mais il faut faire attention, disons, que les personnes membres de ce conseil soient défalquées correctement, parce que sinon, il pourrait se désintéresser. Ce que je remarque notamment à Neuchâtel, moi je salue, on en a discuté très ouvertement entre nos collègues, c'est pour tous le poste où on est le moins payé, mais vu l'intérêt de l'hôpital, on peut aussi susciter un engagement extrêmement important. Donc la rémunération n'est de loin pas le seul élément, mais il ne faut pas le négliger pour autant. La direction, alors, il faut cette direction générale pour arbitrer, pour être aussi porter la responsabilité face au conseil d'administration. Quel doit être le métier de base du directeur de l'hôpital ? Est-ce que ça doit être un médecin ? Est-ce que ça doit être un soignant ? Il y a d'excellents soignants qui sont des directeurs d'hôpitaux magnifiques aujourd'hui. Je pense à Christian Schneider à l'hôpital de Bienne qui fait un travail remarquable. Est-ce que ça doit être quelqu'un qui vient du monde du management ? Je crois que c'est pas très important. Quand vous êtes médecin ou soignant, vous avez la légitimité du terrain, mais vous avez alors certains déficits, notamment en termes d'expérience managériale, qui sont obligatoires aujourd'hui et qui manquent
qui manque cruellement. Donc voilà, ben, j'entends dire qu'au CHUV, on veut en tout cas plus de médecins. Et puis à Berne, nous, on est en train de nommer le directeur général. On me dit, ah ben finalement, on aimerait bien un médecin. Donc, voyez comment les choses changent d'un établissement à l'autre. Je pense que c'est avant tout la compréhension du système, c'est la façon dont on communique avec les autres, c'est ces compétences relationnelles, humaines et managériales qui font la différence. Et c'est surtout la capacité de générer un esprit d'entreprise fort. Les directions sectorielles, j'en ai déjà parlé, il faut des directions soignantes, il faut des directions médicales, bien que tous les hôpitaux n'en ont pas. Il faut toutes les structures de soutien avec les directions standards. Maintenant, toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait en même temps, dans des grands établissements, fonctionner des métiers différents qui ont leur propre direction, avec des structures, des nécessités de fonctionnement de structures qui ont leur propre responsabilité en termes de délivrance de prestations, mais aussi de responsabilité financière. Ce qui manque cruellement, c'est l'engagement collectif. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on est encore très siloté, très sectorisé, très corporatiste. Et quand on est membre d'une direction, on doit savoir parfois renoncer à ses intérêts propres ou les intérêts propres du corps de métier qu'on représente pour s'engager collectivement, parfois en faisant certains sacrifices pour l'institution. Et ça manque encore. La confiance n'est pas encore suffisante dans la majorité des institutions pour créer cet engagement. Les valeurs communes ne sont pas partagées. Et évidemment, il faut un goût pour l'intérêt public. Si vous allez, comme membre d'une direction, en travaillant pour vous-même, pour votre ego, alors je vous conseille vraiment d'aller ailleurs. Vous serez mieux payé. Donc, il faut ce goût. Ce sont encore une fois des caractéristiques qui font encore parfois défaut et qui doivent être développées. Il faut là aussi une rémunération attractive, mais pas excessive. L'hôpital public a de la peine à mettre en évidence notamment les avantages sociaux qu'il offre, qui sont une part indirecte du salaire. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas que le salaire qui, aujourd'hui, attire les professionnels. Il y a en particulier l'objectif, les valeurs, ce pourquoi on est là, et la santé reste extrêmement attractive. Les principes de gestion que doit mettre en œuvre cette direction hospitalière, elles sont basées sur des bonnes pratiques. C'est encore une fois, d'abord, comment est-ce qu'on travaille comme groupe de direction? Comment est-ce qu'on crée la confiance? Comment est-ce qu'on génère de l'engagement? Comment est-ce qu'on est prêt à se mettre un tout petit peu à nu ou en danger pour se faire challenger, mais se faire challenger positivement pour qu'émergent les meilleures idées collectives? Il faut véhiculer les valeurs. Elles sont insuffisamment véhiculées. On les décrète dans des plans stratégiques, mais elles sont insuffisamment véhiculées. La même chose pour la stratégie. C'est pour ça qu'il faut créer cette direction collective, pour que cette stratégie hospitalière soit portée par tous. C'est ce qu'on fait très bien, encore une fois. Par exemple, l'hôpital de Morges, c'est ce que font plus difficilement d'autres institutions. Les politiques, quand elles ont été validées, elles doivent être soutenues et respectées. L'exemple classique, c'est les politiques RH. Vous mettez une politique RH dans un hôpital, les médecins vont dire « oh ben, nous, ça ne nous concerne pas, parce qu'on est un peu à part ». Et puis, les soins vont dire « ah ben, nous, on a toujours géré notre personnel depuis 50 ans nous-mêmes. Donc, finalement, cette politique RH, est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Donc, vous voyez les difficultés qu'on a encore. Et évidemment, quand on vient d'une autre entreprise, on se dit « mais est-ce que c'est possible ?» Eh oui, c'est possible. Il faut avoir cette vision entrepreneuriale et il faut avoir cette responsabilité individuelle dans un cadre fixé. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, les moyens manquent. Vous avez une direction des soins qui vous demande des postes. Vous dites non, je ne les donne pas. Ah ben, je vais fermer des lits. Ben non. C'est là qu'il faut être novateur. Il faut trouver de nouvelles façons d'être organisé. Parce que fermer des lits, ce n'est pas une solution, parce que les patients attendent à la porte de l'hôpital. Alors évidemment, on ne peut pas constamment diminuer les ressources et puis garder les lits ouverts. Mais disons, il faut vraiment se mettre dans une vision, qu'est-ce que je fais au mieux avec ce que j'ai? Il faut être orienté, besoin des patients. On ne les interroge pas assez, on ne les écoute pas assez, on ne retire pas assez de leur expérience pour améliorer les parcours des patients. Il faut avoir des politiques pour retenir les collaborateurs. Dans le monde de la santé, c'est terrible. Vous avez 30% des collaborateurs qui ont quitté avant l'âge de 35 ans. Donc, il faut développer des politiques. Il faut avoir des systèmes d'information puissants. Combien de fois les données sont insuffisantes, ne permettent pas de piloter l'hôpital. Et ça, évidemment, c'est un point de friction important entre les membres d'une direction.
La recherche de l'efficience, j'en ai déjà parlé, mais surtout, il faut avoir un goût pour l'innovation. L'hôpital est un formidable lieu pour l'innovation technologique, pour l'innovation thérapeutique. Par contre, quand vous allez sur le chapitre de l'innovation organisationnelle ou de l'organisation des procédures, eh bien, vous verrez que c'est malheureusement beaucoup plus faible. Pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, le statut actuel de la majorité des hôpitaux publics permet de répondre aux défis futurs. Il ne faut pas changer le système, il ne faut pas revoir toute cette gouvernance. Par contre, il faut prendre un certain nombre de mesures telles que la distance avec l'autorité politique, le respect de l'autonomie. Et puis évidemment, on ne parle pas d'actionnariat et de rémunération. Quand vous avez la chance de diriger une fondation privée, ben, chaque franc qui est gagné est réinvesti, soit pour l'infrastructure, soit pour les salaires des collaborateurs. Il faut absolument avoir ces compétences variées dans les organes de gouvernance et cette expérience managériale, c'est très important. Et puis surtout, il faut laisser à l'hôpital développer les principes de gestion usuels. Il faut des plans stratégiques qu'on suit, qu'on respecte, qu'on adapte. Et puis il faut surtout développer cette agilité, cette résilience pour pouvoir s'adapter à cet environnement qui change rapidement. Donc vous voyez que le chemin à parcourir est encore long. Il faut dépasser les luttes d'ego, les luttes corporatistes. Mais si l'hôpital public dépasse ceci, eh bien il a un magnifique avenir devant lui. Je vous remercie. Des questions? Alors, Karen Dijkstra, enchantée. J'ai une question, je ne sais pas trop comment la formuler, parce que dans ce que vous avez dit, c'est ce que j'entends moi, c'est beaucoup une question organisationnelle finalement. Comment est-ce qu'on va faire vivre ces différents métiers entre eux au sein de l'hôpital? Et puis moi, quand je pense gouvernance, je pense la concrétisation qui serait des processus transversaux, intégrés, etc. Et puis, pour avoir vu dans une autre vie, j'ai fait l'architecture IT de certains hôpitaux qui voulaient outsourcer tout ça. C'est d'une complexité que j'ai jamais vue nulle part d'autre, dans aucune entreprise. Enfin, c'est démentiel. Et en fait, la plus grosse des problématiques, c'était « Ah oui, mais professeur Bidule veut absolument son Mac parce qu'il doit faire tourner je ne sais pas laquelle application. Donc, si on veut qu'il reste dans l'hôpital, en gros, on fait tout ce qu'il veut. » Donc j'ai l'impression que c'est peut-être déjà par là qu'il faudrait commencer, parce que sinon je donne très peu de chances de réussite finalement à avoir des processus intégrés, qui soient digitaux ou pas par ailleurs. Voilà. Alors je pense qu'effectivement le plus important, c'est de changer profondément la culture de l'hôpital. Au-delà de changer l'organisation ou de la parfaire et de revoir les processus. Il faut d'abord changer la culture et la posture des acteurs pour qu'ils se sentent tous impliqués avec cet engagement collectif dans une institution qui, évidemment, doit leur permettre de trouver une satisfaction professionnelle, mais au service de laquelle ils sont. Et votre exemple de l'IT, il est particulièrement vrai. Au CHUV, il y a 300 applications médicales différentes, donc les informaticiens passent leur temps à mettre une boîte à vitesse de VV sur une Mercedes et puis avec un pare-choc de Fiat, quoi. Hein? Donc c'est impossible. Donc évidemment, il va falloir renoncer à certains privilèges individuels, mais au bénéfice du bien commun. Et c'est pour ça qu'il faut un changement culturel. C'est au fond cette adhésion à un objectif supérieur quand même, travailler pour la santé publique, travailler pour le bien de la population, je pense que c'est vraiment un objectif supérieur. Et il faut réussir à fédérer tout le monde derrière cet objectif. Et puis après, l'organisation va suivre, mais c'est pour ça que le rôle de la direction est central pour amener cette nouvelle culture et cette nouvelle organisation, et les processus vont aller de pair. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai l'impression que, en fait, tout va très bien dans ce domaine des hôpitaux, bien que, maintenant je viens avec le bémol, on est bien conscient qu'on arrive à des limites de la production, de la capacité de production du bien public, santé publique. Alors, comment gérer la pénurie? Donc, vous avez parlé peu de pénurie, mais il y aura des décisions politiques à prendre, importantes, qui va survivre, qui sera prioritaire,
qui ne sera surtout pas prioritaire. Et dans ce sens-là, il va y avoir des petites décisions politiques importantes. Je crois que c'est « it's politics hein, », simply. « It's politics stupid ». Alors, je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on a encore une marge d'amélioration avant d'en arriver là. Quand on voit aujourd'hui, au fond, l'utilisation des forces de travail dans un hôpital, on voit qu'on arrive à faire différemment les choses, parce que d'autres pays nous le montrent, en particulier les pays scandinaves, nous montrent très bien qu'on peut faire à qualité égale, au fond, des soins qui consomment moins de ressources, et pas seulement des ressources financières. Si évidemment la pénurie s'aggrave encore plus, eh bien, on en arrivera probablement à des décisions politiques. Mais je crois qu'il faut faire attention. Vous savez, ça me fait toujours penser au Covid. Hein. Pendant le Covid, on a dit, oulala, on fait du triage. On fait du triage, les patients âgés ne viennent plus aux soins intensifs. Mais au fond, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce triage, on l'a fait de tout temps aux soins intensifs. Et je suis bien placé pour le savoir, mais ce n'était pas un triage sur l'âge, c'est un triage simplement sur les chances qu'ont les patients de bénéficier des soins intensifs. Et il ne faut pas mettre des patients aux soins intensifs qui ne vont pas en bénéficier. Donc, vous voyez, hein, évidemment, ça fait peur, ces décisions politiques, et c'est normal. Mais avant d'en arriver là, on a encore une marge de manœuvre. Et là aussi, c'est intéressant de comparer les systèmes alémaniques et romans. Les romans, et je suis bien placé aux soins intensifs, on veut encore toujours tenter quelque chose et encore tenter quelque chose pour le patient. Alors, c'est bien, on est là pour le patient, mais à un moment donné, on consomme des ressources, on fait souffrir des patients, on fait souffrir des familles aux soins intensifs sans bénéfice positif. Toute la difficulté, c'est de détecter le patient parmi 100 qui va en bénéficier et les 99 qui vont malheureusement pas en bénéficier. Donc voilà, on a encore de la marge avant d'arriver aux décisions politiques. Et puis encore une fois, l'intérêt des jeunes, il est là pour les professions de la santé. Le problème, c'est de les garder. Les écoles de soins, les écoles d'infirmiers et infirmières sont pleines à craquer. Mais les gens quittent la profession après quelques années et c'est là qu'on doit travailler pour garder ses collaborateurs dans l'hôpital. Jacques Blond. Alors, évidemment, j'adhère à tout ce que vous dites. C'est extrêmement intéressant. Vous l'avez dit vous-même, le monde change extrêmement rapidement. Pour mettre en place tous ces changements, notamment de culture politique, tout ce que vous préconisez, il faut 20 ans. Et le monde aura changé dans 2 ans. C'est tout le challenge. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, je crois quand même, et je l'ai vécu dans certaines institutions, ça peut changer relativement rapidement. Mais il faut trouver le groupe, en particulier de direction, qui va réussir à former cette entité qui va porter ce changement culturel. Après, évidemment, la rapidité dépend aussi de la taille des institutions. C'est sûr que les gros hôpitaux universitaires, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de plus petites structures. Donc voilà, mais on va être contraint, au fond, de réussir ce changement dans un temps bref, parce que sinon, les hôpitaux vont disparaître, ou alors sinon on aura vraiment des vrais problèmes de délivrance de soins, de prestations, avec la nécessité de décisions politiques fortes. Donc pour moi, l'important c'est quand même les compétences managériales, et puis c'est tout, il faut soigner les aspects de communication, de team building, enfin ce qui se fait relativement peu dans l'hôpital. Y a-t-il une dernière question? Bendo Sinclair, par rapport à votre présentation, vous avez été un peu partout et puis vous avez dit que la meilleure chose, c'est patient-centrique. C'est l'objectif de demain. Quelle est la part de ça par rapport à vos expériences partout où vous êtes passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est en marche ou bien c'est quelque chose, un souhait futur? Alors, c'est quelque chose qui est en marche, certainement, mais c'est aussi quelque chose qui a été galvaudé. Disons, les soins centrés sur le patient, on en parle beaucoup plus que ce qu'on en fait. Il n'empêche qu'il y a aujourd'hui des initiatives pour justement, notamment dans le domaine oncologique, se soucier du vécu du patient, de se soucier de sa satisfaction à la fin du traitement. Donc les choses sont en route. Il y a aussi un certain nombre de publications à ce sujet. Mais encore une fois, il y a là aussi,
il y a des démarches qu'on peut faire, mais il y a aussi un aspect culturel. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que par rapport à il y a 30 ans, on a plus de difficultés à parler à un patient. On est moins éduqué à ça. Les jeunes sont moins éduqués. Donc, il y a toute une éducation à reprendre pour parler différemment à un patient. Je ne sais pas si je me tourne vers Stéphanie Monod. Elle avait une fois parlé à la matinale de compagnonnage. Et c'est vrai que nous, on a appris à parler aux patients par nos aînés. C'est nos aînés qu'on accompagnait au lit du patient. Aujourd'hui, nos aînés, et moi, je fais partie des aînés, on est beaucoup moins au lit du patient. Les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes. Et je pense qu'il faut restaurer aussi ce compagnonnage pour renouer ce lien avec le patient et le renforcer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de votre intervention. Merci beaucoup.